Bien, bonjour à tous, bonjour Isabelle Leboeuf et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre projet, le mois des femmes par la PTCCB, l'occasion de se rencontrer, d'échanger et puis de mettre en avant les femmes qui participent à la promotion de la psychologie, des TCC et à la lutte contre la stigmatisation. Donc merci encore d'avoir accepté la proposition d'interview. Bien, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours, s'il te plaît? D'abord, merci Cyrielle. Et puis, avant de me présenter, je voudrais prendre juste une minute pour souligner justement ce projet que tu fais et puis te dire que ça résonne particulièrement par rapport justement au fait d'amplifier les voix féminines. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et tu donnes, à travers ces interviews et cette façon de promouvoir des voix féminines pour ce mois des femmes, une forme de modèle comportemental, d'affirmation de soi, parce que je pense que ce qui est spécifique un petit peu pour les femmes, c'est qu'on a parfois un peu de mal à s'autoriser à vraiment prendre le micro et à s'exprimer pleinement. Et une des stratégies pour réussir à s'affirmer, c'est parfois de s'exprimer pour soi, mais de s'exprimer aussi pour les autres. Et donc c'est inversant de l'affirmation de soi, je pense, dans le fait de prendre le micro. Souvent les femmes ont plus de pouvoir et de puissance quand elles le font pour les autres. Et dans l'autre sens également, je pense que finalement, lorsqu'il y a de l'entraide, il y a aussi une promotion qui se fait. Euh, et, euh, et ça me faisait penser à mon parcours et voilà, au cheminement que j'ai pu avoir par rapport au fait de prendre la parole dans, voilà, dans des groupes de pairs, sur des médias, voilà, sur les réseaux par exemple, ou dans les Mhm. médias grand public. Ça n'a pas toujours été simple. Et je me rappelle d'un collègue qui me disait, je râlais un peu en disant oui, les femmes ne sont pas assez représentées Mhm. dans la psychologie. Et donc Denis Tirch, un Américain, m'a dit les femmes qui râlent parce que les femmes ne sont pas assez représentées en psychologie doivent prendre le micro. Mhm. Et donc, je Très trouve que bien. c'est un peu le message que tu passes aussi aujourd'hui, d'encourager les femmes à prendre le micro et à s'exprimer. Et je pense que c'est vraiment important. Et voilà, moi, mon parcours, c'est d'exprimer, de parler beaucoup de compassion dans la thérapie. Et je pense que c'est aussi ça, la compassion, c'est aussi pouvoir être au contact de nos propres difficultés, et notamment pour les femmes à s'exprimer, et comment on fait pour avancer avec ces obstacles. Et donc, bravo Cyrielle pour ce Bah, merci. Et programme. puis, bah, À j'en beaucoup de profite sens. pour te remercier et puis pour remercier aussi toutes celles qui ont répondu présentes, du coup, pour ce projet-là. Voilà. Et donc, bah, alors, justement, là, tu as commencé à introduire pas mal de trucs. Alors, je te laisse justement nous parler un petit peu, bon, bah, voilà, de ton parcours, mais aussi de la compassion, s'il te plaît. Et puis, bah, voilà. Et puis d'expliquer un petit peu en quoi consiste justement la thérapie Focus Compassion, s'il te plaît. Alors, moi, mon parcours par rapport à la compassion, il remonte à même avant mes études de psycho, parce que j'ai lu mes premiers bouquins sur le sujet quand j'avais 15 16 ans, quand j'ai commencé à Mhm. méditer. Euh, et, euh, et je ne sais pas si c'est pour ça, mais dans mes études, voilà, j'avais parfois le sentiment que dans les thérapies cognitives et comportementales, il y avait quelque chose qui n'était pas complètement modélisé, sans forcément savoir pourquoi. Et en 2013, j'ai rencontré Paul Gilbert, qui est donc le fondateur d'un modèle, d'une approche qui s'appelle donc la thérapie fondée sur la compassion. Et en suivant son atelier, j'ai eu le sentiment qu'il mettait des mots sur ce sentiment que j'avais, et qui me permettait de mieux comprendre certains enjeux affectifs, relationnels, dans la relation thérapeutique. Et du coup, j'ai eu envie de me former davantage, et je suis allée à Derby en Angleterre pour faire cette formation de thérapie fondée sur la compassion.
Et quand je suis revenue, j'ai eu envie d'en savoir plus, d'aller plus loin. Et du coup, le Mhm. moyen que j'ai trouvé, ça a été de faire une thèse de recherche pour approfondir tout ça et notamment tester un programme de Compassionate Mind Training. C'est Mhm. la version un petit peu en 8 séances de cette approche, mais à la base, c'est une approche de thérapie et donc qui a cette spécificité de nous aider à mieux comprendre cette motivation à la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est le fait lorsqu'on est sensible à la souffrance, lorsqu'on perçoit une souffrance, de pouvoir réagir et faire des choses pour libérer la souffrance. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en réalité présent dans notre quotidien. Quand on voit un enfant qui pleure, ben, spontanément, si on l'a entendu, si on a vu qu'il était en difficulté, ben, on va avoir, la plupart d'entre nous, on va avoir le réflexe d'essayer de trouver une solution pour aider cette personne. Et donc, c'est forcément quelque chose qui est inhérent à la thérapie, puisque bah, quand on est patient, on va voir notre médecin ou notre thérapeute ou notre psychothérapeute avec une souffrance à exprimer. Et c'est pas toujours simple. Comment on fait? Est-ce qu'on arrive à recevoir de l'aide du thérapeute? Est-ce qu'on a des peurs, peur d'être jugé, peur d'être vulnérable? Je veux dire, aller en thérapie, c'est pas toujours simple, c'est compliqué. Et puis de l'autre côté, ben, quand on est thérapeute, qu'est-ce qu'on ressent par rapport au fait d'être face à la souffrance du patient? Est-ce qu'on est motivé? Parfois, on n'est pas motivé du tout. C'est quelque chose parfois un peu tabou, mais on peut aussi avoir du mal et perdre l'envie d'aider certains patients parce qu'ils, par exemple, ils vont heurter nos valeurs ou parce qu'on est fatigué, voilà, parce que. Mais c'est la thérapie fondée sur la compassion permet de mieux conceptualiser tout ça et de travailler sur ces enjeux-là dans la thérapie et également d'accompagner l'autocompassion, c'est-à-dire comment nous, thérapeutes, on va avoir de la compassion pour nous-mêmes quand on est en difficulté et comment on développe comment on accompagne notre patient à développer sa compassion envers lui-même. Donc, ces stratégies pour prendre soin de lui, c'est ce qu'on fait habituellement en thérapie, mais on va le conceptualiser un petit peu différemment. On va aller un petit Mhm. peu plus loin. Et puis voilà. Et donc, la thèse de recherche elle m'a amené à écrire un livre, à pas mal Ouais. partager sur les réseaux. D'ailleurs, tu m'avais invité à le Mais oui, montrer. tout à fait. Mais oui, et d'ailleurs, entre parenthèses, rapidement, alors moi je l'ai, mais je l'ai en version numérique. Et du coup, j'encourage vraiment, voilà, s'il y en a qui hésitent encore, j'ai envie de leur dire, n'hésitez plus, parce qu'il y a pas mal d'exercices, enfin, il y a beaucoup d'instants de révélation de soi aussi dans le livre, ce que je trouve vraiment précieux, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on s'autorise si facilement à faire. Et pareil, il y a pas mal d'exercices aussi, je trouve, qui sont facilement transposables, y compris lorsqu'on est un peu comme moi, je blague un peu là-dessus, mais qu'on est un peu comme moi, c'est-à-dire que quand on parle de compassion, on a d'abord l'impression d'être face au roi des hippies, en gros, et on se dit, non, mais attends, comment oses-tu? Et non, en réalité, voilà, ça nous oblige, entre guillemets, à sortir un peu des sentiers battus, et je trouve que ça aussi, c'est précieux. Donc voilà, que c'est un bel outil, donc aussi bien pour soi-même que pour les personnes qu'on accompagne, j'ai envie de dire. Merci Cyrielle pour ton attention. Et puis c'est tout à fait juste ta façon d'en parler. Voilà, plein de petits chapitres où il y a toujours un petit peu de révélation de soi, des petits exercices pour explorer, pour tester des comportements et puis comprendre un petit peu les enjeux qui sont évoqués dans les exercices. Euh, et, euh, et oui, tu disais que la compassion, c'est aussi parfois un petit peu, on peut avoir une image d'Épinal, ou on peut Oui. avoir voilà, le roi des hippies sur sa licorne, sur un arc-en-ciel avec des bisounours. Et on se dit, oulala, c'est quoi ce truc? Mais effectivement, quand on revient vraiment au côté très concret du fait que c'est une motivation innée, c'est une motivation qui est vraiment essentielle à la survie de la plupart des espèces, hein. Tous mes collègues ne seraient pas forcément d'accord pour dire que la compassion, on l'observe aussi chez des animaux,
mais personnellement, je suis un peu addict aux vidéos d'animaux qui s'entraident. Euh, et Mhm. donc, du mal à imaginer qu'on puisse ne pas avoir cette compassion quand un dauphin sauve un chien de la noyade, quand un Mhm. chien va rattraper un enfant qui allait tomber dans une piscine. Concrètement, c'est ça, c'est une motivation. Quand on voit une souffrance, on va avoir voilà, ce système neurologique qui est programmé, qui nous permet d'aller éviter à quelqu'un de se blesser, d'aller soigner quelqu'un qui est en difficulté. Et ça a vraiment une fonction au niveau du groupe, d'un groupe d'animaux, ou d'un groupe social qui permet de renforcer la survie, renforcer l'espérance de vie, la transmission, etc., etc. Donc c'est Ok. vraiment un mécanisme biologique. Mm. Et donc ton livre, ça s'appelle Guérir des blessures relationnelles, c'est bien ça? Ouais, Euh, pareil, c'est pas moi qui ai choisi le titre. mais bon, c'est pas, mais J'aurais voilà. mis guérir, Et- mais, mais ok, non, c'est pareil. ok, bon, réparé, pardon. Ouais, y a pas Excuse-moi, de- mais du coup, voilà, c'est vrai que, bon, bah, moi je l'ai entendu ou je l'ai lu comme ça, mais anyway, dis-moi justement, ton livre, alors, est-ce que, bah voilà, j'allais dire sans trop spoiler, entre guillemets, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du process qui t'a amené à l'écrire? Et puis, bah également, je crois que tu as été aussi pas mal interviewé sur le sujet. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la vie maintenant de ton livre qu'il est sorti il y a un petit peu moins d'un an, si je me souviens bien? Ouais, en septembre, il est sorti. Ben, le process, comme je disais, ça a été la base, le programme de Compassionate Mind Training. Mm. C'est donc un programme que j'ai commencé par traduire en une trentaine de petits exercices quotidiens. Et on a testé avec Pascal Antoine à l'Université de Lille l'efficacité de ces petits exercices. Et on a vu que quand une personne suit ces petits exercices sans forcément avoir de troubles psychopatho particuliers, bah, sur cette période d'un mois, elle va avoir un niveau de dépression qui va être à peu près en moyenne divisé par deux. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment efficace et qui prend très peu d'énergie à réaliser dans le quotidien. Et donc, l'envie que j'ai eue suite à ce format-là, ça a été de l'élargir et inclure le thème de la relation et des relations affectives. euh, Pas spécifiquement amoureuse, mais plus les enjeux relationnels qu'on va avoir euh, à s'aimer soi-même, à avoir des relations chaleureuses. Si on utilise le terme dans ce livre, c'est plus d'une façon générale, parce que finalement, l'amour-émotion, c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans le quotidien, même sur des petites interactions, le fait de pouvoir sourire à quelqu'un. Tout à l'heure, il y a une petite fille en poussette qui m'a fait un smiley super mignon. J'avais la Mhm. banane. D'accord. Et je me suis dit, waouh, comment cette petite fille, elle peut créer une émotion aussi forte, c'est fou. Et c'est vrai que quand on interagit avec des tout petits, bah, finalement, c'est un peu des maîtres Yoda de l'interaction sociale. Et on redécouvre parfois qu'on peut ressentir un sentiment de connexion et de chaleur très très facilement finalement dans les relations affectives. Mais on a tellement voilà, de blocages, de fermetures, surtout quand on est stressé émotionnellement, on se met un petit peu dans notre carapace et du coup, on va avoir tendance à se couper de tous ces processus bah, qui participent aussi à la régulation émotionnelle parce qu'on a besoin d'interactions sociales et de moments de connexion. C'est un besoin vital comme l'air, comme la nourriture. Mais finalement, on est dans des mécanismes de déconnexion à différents niveaux, macro comme micro. Et du coup, ben, il y a des systèmes qui créent de l'isolement. Et cet isolement, ben, on sait maintenant que c'est un facteur de dépression. C'est pas juste quelque chose qui est associé
à la dépression. Ça, je pense qu'on a tous en tête que quand on est déprimé, on est un petit peu isolé. Mais en fait, quand on regarde les études longitudinales, on voit que c'est quelque chose qui est précédent à la dépression. Donc il y a vraiment un lien de causalité qui a été démontré par les chercheurs qui travaillent sur l'isolement. Et donc le fait de pouvoir restaurer ces micro-interactions positives, bah, c'est quelque chose qui va avoir un effet bénéfique sur la santé mentale. Il y a des études, par exemple, qui ont montré que le sentiment de solitude, ça avait un impact sur la santé équivalent au fait de fumer une quinzaine de cigarettes. Donc c'est quand même énorme et voilà, un impact qui n'est pas seulement sur la santé mentale, qui peut être aussi répercuté sur la santé physique. On sait que le stress social va créer des réactions inflammatoires dans le corps, par exemple. Et quand on sait ben, le nombre de troubles qui sont liés aux réactions inflammatoires, ben, ça laisse pensif sur toutes ces interactions qu'on ne connaît pas encore bien finalement entre les régulations émotionnelles et l'impact sur la santé. Donc, ça ne veut pas dire Ok. qu'il j'essaye pas de diaboliser Mhm. et de créer voilà, une alerte sur ce côté isolement et souffrance, stress social, Mhm. mais plutôt, mon message, c'est plutôt de dire qu'on peut cultiver les interactions sociales positives par des toutes petites choses parfois et être plus heureux, être plus joyeux. On a des leviers d'action qui sont réels. Ok, bah c'est super intéressant là ce que tu disais. Dis-moi justement, moi j'ai quelques questions. Je voudrais revenir à quand tu parlais justement bah, des comportements un peu, j'ai envie de dire prosociaux chez les petits enfants. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi j'ai pu observer alors dans ma vie de famille entre guillemets. J'ai le souvenir rapidement voilà de ma fille qui avait pas tout à fait 3 ans et qui petite. Justement, bon, elle a un petit copain qui est le fils de nos amis, ils sont de la même année à quelques mois d'écart. Et en fait, je me souviens qu'elle était spontanément, elle était venue nous voir à un moment donné où on faisait, où on mangeait, et elle avait demandé en fait si elle pouvait prendre 2 gougères, voilà, pour une pour elle et une pour son petit copain justement. Et elle était repartie, elle lui avait donné réellement. Je l'avais observée de loin parce que je me disais elle va le faire pour de vrai. Et oui, effectivement, c'était un acte purement du coup, j'ai envie de générosité et puis peut-être de compassion un peu innée à ce moment-là. Donc voilà, ça me faisait repenser ce que tu disais. Et en même temps, j'ai aussi le souvenir que bah, malheureusement, en grandissant, notamment avec l'arrivée vers l'adolescence, bah, on a un peu des mots d'ordre, j'ai l'impression, un peu sociétaux qui nous viennent à l'esprit et qu'on essaye de nous faire intérioriser, qui nous ferait peut-être perdre justement un peu ces élans un peu naturels voilà, avec des messages un peu du style, bah, prends sur toi, et puis il faut être, voilà, il faut se montrer fort, entre guillemets, il faut pas se laisser déborder, enfin, voilà, et puis d'avoir cette pensée un peu, bah, les autres, tu sais pas s'ils feront de même pour toi, alors voilà, sois prudent aussi, t'investis pas trop, enfin, voilà, et j'en passe. Je sais pas si c'est quelque chose que, voilà, si c'est juste une impression, si c'est quelque chose aussi que, bah, toi, tu as pu observer, et puis après, bah, du coup, j'ai aussi envie de poser la question de, est-ce qu'on peut inverser aussi ce genre de tendance-là? Euh, voilà, ça fait peut-être beaucoup de questions, donc je te laisse du coup bah, me dire ce que tu en penses. Et puis, bah, voilà, si tu as des infos, des suggestions, on est tout oui. Alors, tes questions, elles sont très intéressantes et très pertinentes et elles ouvrent beaucoup de portes, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait explorer. Euh, Juste par rapport, effectivement, aux inhibiteurs de la compassion, il y a des inhibiteurs tout à fait naturels de la compassion. Je ne vais pas trop élaborer Mhm. là-dessus parce que c'est peut-être pas le premier point de ta question. Mais par exemple, ça peut être j'ai pas le temps ou je ne fais pas attention. Il y a des recherches qui montrent que l'attention et le sentiment de ne pas avoir le temps, ça va être des inhibiteurs naturels de la compassion. Et on le voit tous un petit peu, par exemple, dans la rue. Bah, finalement, si on n'a pas le temps, quelqu'un qui est peut-être un peu en difficulté, on va moins s'arrêter que si on est en vacances, on est Mhm. cool, ben, on va peut-être prendre un petit moment pour s'arrêter et voir ce qui se passe. Et sinon, au niveau des apprentissages, finalement, de l'inhibition, pas seulement de l'inhibition de la compassion, mais ce que tu évoques, c'est aussi l'inhibition émotionnelle, finalement. Mhm.
apprend en grandissant que ben, il y a des interdits ou des restrictions à exprimer certaines souffrances. On pleure pas n'importe comment, n'importe Mhm. où, etc. Et puis, on peut apprendre aussi à pas aider les autres de n'importe quelle façon. Ces inhibiteurs, ces peurs de la compassion, ils font partie intégrante du travail de la thérapie fondée sur la compassion, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre le temps de les explorer. Il y a des recherches qui ont été faites, avec notamment un questionnaire qui a été créé pour évaluer la peur de la compassion. Et donc, on peut le mesurer, on sait qu'il y a différentes dimensions, et il peut y avoir, par exemple, effectivement, la peur d'être utilisé, que notre compassion soit utilisée pour un petit peu abuser de nous, et il y en a d'autres de peurs. Il y a des peurs, il y a aussi des résistances et parfois des blocages complets. Je suis sûre que tu as eu des patients qui sont arrivés en séance et puis qui étaient complètement bloqués et voilà, qui ressentait beaucoup de honte, par exemple, à dire que ça ne va pas. Donc, il va y avoir des blocages et des résistances à donner de la compassion, mais aussi à en recevoir. Et donc, c'est des éléments qui peuvent être explorés à un niveau thérapeutique. Ça peut être aussi exploré à un niveau plus large, au niveau sociétal. On peut se questionner effectivement comment on éduque nos enfants, comment nous, on a été éduqués, qu'est-ce qu'il y a derrière finalement, et ça peut nous faire avancer aussi en tant que société. Est-ce que c'est une valeur qu'on a envie de mettre en avant? Est-ce qu'on a envie d'être une société qui s'entraide, qui avance ensemble, solidaire, ou est-ce qu'on est plus dans finalement promouvoir des identités, des nationalismes peut-être? Il y a quelque chose de très politique finalement dans la compassion et dans la façon dont on va l'aborder. C'est pas forcément quelque chose de politique au sens de partisan, mais un petit peu comme l'écologie va questionner la souffrance de la planète, des écosystèmes, etc. C'est un enjeu politique. La compassion, quelle place on va faire pour la souffrance des gens à l'hôpital, pour la souffrance des enfants handicapés, pour la Mhm. souffrance voilà, X ou Y qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'on a envie en tant que société de faire par rapport à cette souffrance, comment on a envie de l'aborder, et il en découle des actions qui vont prendre différentes formes. Ouais. Et puis même enfin, au niveau macro, j'ai envie de dire, j'ai l'impression aussi que c'est une sonnette d'alarme qui est très régulièrement tirée. Le fait que bah, on est aussi peut-être dans des sociétés où effectivement on est sur une compassion entre guillemets à deux vitesses, où on va peut-être plus facilement stimuler ou encourager la compassion vis-à-vis du semblable que vis-à-vis de celui qui peut paraître dissemblable ou qui peut nous paraître trop éloigné, que ce soit géographiquement, que ce soit culturellement, que ce soit même physiquement parfois. Et effectivement, je pense que c'est important de pouvoir, et comme tu disais, un peu bah, voilà, se questionner sur finalement quelles valeurs on a envie de promouvoir réellement. Et, euh, et comment on veut vivre aussi et mettre en action ces valeurs. Là, je sors un petit peu du côté strictement compassionnel, mais je pense que oui, c'est des éléments importants à avoir en tête, quoi. Euh, Puisqu'on est justement à parler un peu, j'ai envie de dire un peu niveau macro, est-ce que tu serais OK de nous parler un peu de tes engagements aussi, toi, que ce soit des engagements associatifs ou des engagements généraux, j'ai envie de dire. Euh, Au niveau associatif, ben, effectivement, je peux te parler et puis parler aux Mhm, auditeurs de la FTCC, mhm, l'association de thérapie cognitive et comportementale, dont j'ai la chance d'être la directrice de communication. Donc, mhm. c'est bien que j'en parle. Ouais. Euh, et donc, dans cette association-là, on essaye de promouvoir les TCC, et voilà, tu en fais partie aussi, Cyrielle. Et voilà, à différents niveaux, tu fais partie de la FTCC, mais aussi de l'association de Bourgogne. Donc, il y a toute cette
j'ai envie de dire, ce canevas d'associations en France. Je pense qu'il y a une vingtaine d'associations qui représentent les TCC. Et il y a aussi, à un niveau plus large, l'association européenne, le ABCT, qui est un petit peu aussi un canevas d'associations au niveau européen. Il y a une cinquantaine d'associations qui constituent le ABCT. Et donc, au niveau de l'ABCT, je représente la FTCC. Et donc, j'en parle parce que je pense que c'est important que les psychologues français puissent aussi faire l'effort d'aller vers des présentations de leur travail au niveau européen. Et on essaye de soutenir ça avec la FTCC et de créer des liens, créer du dialogue entre les différentes pratiques de TCC au niveau européen. Je pense que la thérapie fondée sur la compassion, c'est une approche intégrative qui est basée sur les TCC. Donc, on est aussi à un autre niveau sur une démarche de dialogue, de convergence, plutôt que d'opposition. Il y a des éléments de psychanalyse qui sont intégrés aussi dans la thérapie fondée sur la compassion, par exemple. Donc, c'est finalement comment on peut articuler des processus qui sont communs à différentes approches thérapeutiques, plutôt que finalement toujours trouver des termes différents pour parler de la même chose, parce que je pense que tu dois le ressentir comme moi, Cyrielle. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes approches, à chaque fois avec un nouveau nom, avec voilà, un nouveau brevet, et on a l'impression qu'on recommence tout à zéro, alors que finalement, il y a quand même des processus communs aux différentes thérapies, mais aussi chez nos patients, il y a des processus qui sont transdiagnostiques. Et moi, mon envie, c'est non pas d'effacer les différences, parce que je pense que c'est aussi dans ces différences qu'il y a une vraie richesse, mais d'être plus dans les ponts, dans un dialogue qui est facilité, plus que renforcer les identités, dans les différences identitaires en tout cas. Mhm. Écoute, moi, je serais surtout pour dire, je pense qu'on a tout à gagner, que ce soit en tant que psychologue, en tant que thérapeute, à s'ouvrir aux autres disciplines, j'ai envie de dire, par exemple, à la sociologie, tu vois, Ouais. pour ouvrir un petit peu aussi nos perspectives, parce que c'est quelque chose que, voilà, juste en deux mots, c'est quelque chose qui me semble important, c'est-à-dire j'ai le sentiment qu'en thérapie, on est beaucoup sur des approches assez individuelles et que parfois, on perd de vue justement l'aspect macro, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect sociétal et Mm. encore une fois, l'aspect sociologique qui fait que, bah oui, on a en face de soi effectivement un individu, mais qui finalement est aussi, j'ai envie de dire, un produit de sa génération, un produit même de son environnement, un produit aussi social, et que finalement, peut-être qu'on devrait inclure un petit peu plus ça dans nos analyses fonctionnelles des fois, surtout quand on fait plutôt des analyses un petit peu où on va reprendre le développement général de la personne, parce que je pense que ça va aussi beaucoup nous éclairer et que ça va aussi beaucoup nous donner après des billes de compréhension pour nous dire, OK, si la personne se comporte de même, c'est pas tant une question, enfin si, ça peut être une question de renforcement, mais peut-être aussi que c'est une question de conditionnement par rapport à ce qu'elle a pu vivre auparavant et à comment elle s'est construite aussi par rapport à son milieu. Ok, bon, bah merci pour, voilà, pour ces différentes choses. Et je pense que c'est vraiment super important de préciser justement bah, où est-ce que tu te situes, tu vois, par rapport au niveau associatif, parce que c'est important de montrer justement qu'il y a des femmes qui sont dans des postes clés, notamment sur des grosses organisations, parce que j'ai l'impression que très souvent, bah, voilà, on s'autorise peut-être pas assez à communiquer là-dessus, à essayer d'être dans des positions un peu subalternes où on se retrouve un peu cantonné à des positions subalternes et des fois ça donne cette impression de plafond de verre et je trouve que c'est important justement de montrer des exemples, de dire bah non voilà c'est
ce n'est pas que de la parole, c'est aussi accessible aux femmes et nous avons des preuves que voilà, des femmes peuvent être à des postes clés sur des organisations nationales et même à des représentations internationales. Donc voilà, bravo quoi, je veux dire, c'est important de le montrer. Dis-moi, là, nous allons arriver sur la fin de notre entrevue et j'ai envie de te poser la question, justement. Allez, on n'a pas de boule de cristal, mais allons-y. Comment est-ce que tu verrais l'avenir? Et l'avenir au sens général, que ce soit au niveau de la psychologie, des TCC, ton avenir à toi, enfin, allons-y. Si je reste sur la question des thérapies et de Mhm. la compassion, l'avenir aujourd'hui qui m'occupe un petit peu, c'est le bourgeonnement du prochain colloque francophone de thérapie cognitive et comportementale, donc qui avait eu lieu à Louvain, à Genève et puis à Lyon. Et donc là, la nouvelle version, ce sera en 2025. C'est pas, la date n'est pas encore fixée, mais on communiquera bientôt là-dessus, puisque on commence à se réunir et à essayer de monter ce nouveau colloque. Euh, et, euh, et donc, bah, j'espère que on va avoir de plus en plus les thérapies fondées sur la compassion prendre une part dans les thérapies, les TCC, mais aussi dans différents courants, parce que finalement, quelqu'un qui est en psychanalyse, il peut aussi se former en thérapie Mhm. fondée sur la compassion. Quelqu'un qui va être, par exemple, soignant avec déjà une pratique de psychothérapie, ben, peut aussi rajouter la thérapie fondée sur la compassion à ses compétences déjà présentes. C'est quelque chose qui est intégratif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des thérapies fondées sur la compassion. Puis si on élargit un petit peu, mon espoir fou, c'est de voir l'écologie psychique considérée comme un vrai enjeu, au même titre que l'écologie en général. Je pense qu'il y a vraiment une souffrance aujourd'hui des êtres humains dans les entreprises, dans les institutions, mais aussi d'une manière générale. Il y a voilà, il y a tellement de changements, tellement voilà, d'enjeux aujourd'hui qui impactent notre santé mentale, que je pense qu'il faut vraiment que ça devienne une priorité, pas seulement de soigner la santé mentale, mais aussi de considérer la santé mentale comme un enjeu à prendre en compte, à favoriser, pour on puisse pas seulement être bien, mais être aussi en bonne santé psychique. Voilà, c'est un Mhm. petit peu mon espoir. Ok, bon, bah, super. Bah, écoute, je te remercie encore beaucoup pour cet entretien. Et puis, bah, j'espère que ça va donner envie aussi bah, à tout le monde de se renseigner plus parce que je trouve que finalement, voilà, parmi toutes les thérapies un peu de troisième vague, j'ai envie de dire, bah, celle sur la compassion, j'ai l'impression que c'est celle qui n'est pas forcément la plus connue. Et Mhm. pourtant, je trouve que ça ouvre pas mal de perspectives intéressantes. Et puis surtout, ce que j'apprécie, comme tu disais, c'est que finalement, ça peut être aussi accessible finalement à beaucoup de personnes, quel que soit leur background théorique. Et que finalement, bah, aussi, ça repose sur des choses qui sont au fond de chacun de nous. Donc Tout à quelle fait. meilleure base finalement. donc, euh, donc voilà, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, nous allons devoir nous arrêter là. Donc, merci encore d'avoir accepté de participer. Et puis, bah, merci également à toutes les personnes qui auront suivi cet entretien. Bien, et bah, merci. Et puis, bah, bonne journée à tous.